Un zoom aujourd'hui avec Yvan Rioufol, essayiste et éditorialiste pour Le Figaro. Bonjour monsieur. Bonjour. Le titre de votre dernier ouvrage, réédité chez L'Artilleur, Macron de la grande mascarade aux Gilets jaunes. Il s'agit d'un bloc-notes de vos chroniques dans Le Figaro de janvier 2016 à octobre 2017, 2 années charnières, annonciatrices de la crise de la représentativité. Je précise à nos téléspectateurs que nous enregistrons cette émission le mardi 5 mars 2019 et donc nous sommes au lendemain ou au surlendemain de l'acte 16 des Gilets jaunes. Yvan Rioufol, pensez-vous que ce mouvement soit, comme vous le dites ou pas, une fièvre sans lendemain ? Ah non, c'est sûrement pas une fièvre. C'est une fièvre. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, la France est malade. Une partie de la France est malade, mais elle n'est pas guérie. Donc c'est une fièvre qui aura des lendemains. On laisse à croire aujourd'hui, en effet, à travers le grand débat, que les Gilets jaunes ont perdu. D'ailleurs, peut-être que s'essouffle-t-il. Et en effet, il s'essouffle. Mais les mots de la France que les Gilets jaunes ont révélés, ces mots-là demeurent. C'est-à-dire cette crise de la démocratie, cette crise de la représentativité, cette crise sociale, cette crise fiscale, cette crise civilisationnelle. Tout ceci ne va pas s'effacer à travers les grands débats que lance Macron et des grands débats qui ne donnent pas, de mon point de vue, qui ne laissent pas augurer des réponses à la hauteur des enjeux. Donc oui, une fièvre naturellement, une fièvre qui peut encore s'aggraver, mais en tout cas c'est une maladie qui n'est pas guérie. Mais est-ce que c'est une fièvre saine ? Est-ce que ce mouvement doit continuer ? C'est pas qu'il doit continuer ou pas, il continuera s'il a encore à évacuer tout ce qu'il a à évacuer, parce qu'il me semble que Ce n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Les Gilets jaunes sont des révélateurs, ce sont des messagers, ce sont les messagers des maux de la France. Alors naturellement, ça tombe sur Macron, mais ce n'est pas Macron seul qui est responsable de tout ça. C'est 40 ans de politique qui ont fait que une partie de la France des oubliés, la France des invisibles, celle à laquelle je m'intéresse depuis longtemps, une partie de cette France-là n'a pas eu voix au chapitre. Et c'est cette France-là qui entend revenir sur la scène politique, qui entend reprendre son destin en main. Et elle ne se taira pas tant que les solutions ne seront pas à la hauteur de ces exigences, même si ces exigences sont diffuses, on y reviendra peut-être, je ne sais pas, et que naturellement il est difficile d'appréhender exactement ce que veulent tous ces Français qui partent un peu dans tous les sens, mais on comprend bien, malgré tout, à travers leurs cris, leur colère, puis à travers les drapeaux régionaux, les drapeaux français, etc., que c'est une crise qui n'est pas seulement une crise sociale, comme on voudrait le faire comprendre, une crise qui pourrait s'acheter avec de l'argent. Voilà, donc l'argent ne suffira pas. Est-ce que vous comprenez, Yvan Rioufol, la réaction du pouvoir, du gouvernement, de sa violence policière envers les manifestants ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? J'ai participé à beaucoup des manifestations des Gilets jaunes depuis le début. J'ai dû en louper, si je puis dire, 2 ou 3 seulement. Et dès la première fois, j'ai été surpris par la violence de la réaction policière, alors même que la foule était une foule paisible. J'étais dans cette foule-là, aux Champs-Élysées, le premier jour, le 17 novembre. Et dès le 17 novembre, on a vu arriver les canons à eau, les gaz lacrymogènes naturellement. À l'époque, il n'y avait pas encore les flashballs, enfin les nouveaux flashballs. Mais déjà, j'avais été surpris par cette violence qui me semblait ne pas être en adéquation avec la menace immédiate, en tout cas, de cette foule paisible que je voyais là. Alors, bien sûr, il y a eu ensuite les Black Blocs, bien sûr, il y a eu ensuite des provocateurs dans ces manifestations-là, mais il me semble quand même que la violence d'État, légitime, bien sûr, a quand même eu comme effet d'accélérer cette montée aux extrêmes, dans le fond, d'accélérer cette violence que, sans doute, le pouvoir voulait voir mise en scène afin de pouvoir dire que ce mouvement était un mouvement séditieux. Alors, dans le titre de votre ouvrage, Yvan Rioufol, vous qualifiez donc l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron de mascarade. Alors, j'ai un petit peu fait d'étymologie pour ce terme mascarade. Ça vient du latin masca, qui signifie donc le masque, mais aussi, et c'est assez surprenant, sorcière, spectre ou démon. Faut-il comprendre qu'il y a une sorte de démon derrière le masque de la Macronie ? J'ai appelé ça la grande mascarade parce que je reprends une phrase de Gomez Davila qui dit « Toute époque finit en mascarade ». Et donc je trouvais que cette phrase résumait bien dans le fond la prétention qu'avait Emmanuel Macron
à symboliser le nouveau monde. Or, dans mes chroniques et dans l'introduction et la préface que j'ai fait, ma thèse est de dire qu'au contraire, Macron est le reliquat de l'ancien monde et que donc c'est à travers un masque, à travers une théâtrocratie qu'il se fait passer pour un novateur, alors même qu'il est, de mon point de vue, dans la continuité de 40 ans de politique. Et d'ailleurs, il suffit de voir que Jean-Pierre Raffarin, qui vient de le rejoindre aujourd'hui, peut donner crédit à cette analyse-là. C'est-à-dire que c'est toute la vieille politique aujourd'hui qui se retrouve. La politique post-68 Arde. La politique, oui, si vous voulez, de ces 30-40 dernières années qui se retrouve derrière Macron, qui était censé apporter une rupture. Et moi, je pense depuis longtemps et de plus en plus que le nouveau monde est précisément ce monde qui est représenté aujourd'hui par les Gilets jaunes, mais enfin en tout cas par cette société en révolte, qui est une société qui réclame davantage d'identité, de présence, de nation, de frontières, de souveraineté, de mémoire, enfin tout ce qui avait été évacué par 40 ans de politique qui avait décidé, dans des petits cénacles, dans le fond, que le peuple n'avait plus raison d'être, qu'il fallait faire ce grand marché insensible à l'âme des peuples et ouvert au grand commerce. Alors, on vous a vu, Yvan Rioufol, le 15 février dernier sur une chaîne de la TNT, en prise avec le journaliste Pascal Praud, qui cautionnait une formule du président Macron qualifiant les Gilets jaunes de lèpre rampante. De lèpre qui monte. De lèpre qui monte, pardon. Voilà, on va reprendre les mots exactement. S'agissait-il de dénoncer une forme de collusion entre les journalistes de grands médias, des médias de masse, et le pouvoir? Non. D'abord, Pascal Praud est un journaliste qui invite vraiment toutes les opinions pour faire des débats qui sont des débats contradictoires. Donc je me garderai bien d'une critique sur la manière qu'il a d'agencer, d'animer son émission. Non, mais en l'occurrence, effectivement, ce qui m'a énervé, c'était la facilité qu'il y avait à vouloir résumer les Gilets jaunes à des caricatures, à travers, naturellement, ce que l'on a pu voir, qui est naturellement détestable à quiconque le voit, c'est-à-dire ces violences, ces agressions, ces propos antisémites quand il y en a eu, ces propos racistes ou homophobes. Enfin, on a fait l'inventaire de tout cela, mais on a voulu faire croire que ces Gilets jaunes étaient des abominables avec le couteau entre les dents, qui venaient pour égorger les femmes et les enfants. Et donc, j'en ai eu un peu assez de cette caricature-là, d'autant qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, je les vois tous les samedis, enfin je m'efforce de les voir tous les samedis, de parler avec eux, et ce que je vois, ce n'est pas du tout cette réduction ad hitlerum que l'on voudrait faire d'eux. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont malheureux. Samedi dernier encore, devant les Champs-Élysées, j'y étais à nouveau, et c'est une femme qui s'est effondrée en larmes devant moi parce qu'elle me racontait la détresse qu'elle avait à vivre, à ne pas pouvoir vivre, etc. Et tout ceci est bouleversant, et je ne comprends pas d'ailleurs que de grands esprits ne soient pas en accord avec cette révolte d'un peuple. On a commencé par insulter, en tout cas par dire à l'égard de ces gens qu'ils étaient des fascistes. Maintenant, on en est à dire qu'ils sont antisémites. C'est un petit peu... Voilà. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Et donc, c'est à partir du moment où on a décidé que ce peuple-là, ce peuple oublié, devait rester dans les combles et n'avait pas à prendre la parole, on a tout fait. Enfin, le discours officiel, relayé parfois par les médias, a tout fait pour essayer de faire comprendre que ce peuple-là n'avait décidément pas droit à la parole et devait être relégué au silence qu'il subit depuis 40 ans. Et ceci me révolte parce que toute ma carrière, j'ai construit une partie de ma carrière précisément de journaliste, éditorialiste et journalistique, en tentant d'être le porte-parole de ces Français-là. Pas seulement ceux-là, mais également de ceux-là afin d'équilibrer un discours, qui est un discours médiatique en tout cas, qui ne correspond pas à la vie des gens. J'ai fait cette analyse depuis très longtemps. Et depuis, c'est pour ça que quand j'entends dire que de certains de mes confrères avouent qu'ils n'ont rien vu venir parlant des Gilets jaunes, cela m'accable parce que naturellement, ceux qui étaient au plus près des réalités avaient vu venir, bien sûr. Et ce livre est pour le démontrer d'ailleurs, parce que en fait, mon éditeur a eu cette bonne idée de le rééditer pour montrer naturellement que tout était décrit avant même que cela arrive. Et donc, cette exigence de réalisme, de réalité, de proximité est une exigence qui n'est pas toujours partagée par une partie de la profession, en tout cas, me semble-t-il.
Yvan Rioufol, vous qualifiez la personnalité du président Macron, je cite, de déroutante, immature et provocatrice. Est-ce qu'il est le seul, en tout cas, n'y a-t-il pas parmi ses prédécesseurs des présidents qui ont eu des personnalités un petit peu comme ça, un peu immatures, un peu provocatrices ? Bon, bien sûr, on peut penser à Nicolas Sarkozy. Il a un peu un côté Nicolas Sarkozy, mais peut-être plus brillant encore. Mais moi, je suis frappé par le narcissisme de cette personnalité qui est envahie de sa propre satisfaction, qui est envahi de ses propres gestes. Il adore les symboles, les déguisements, le théâtre. Il a fait du théâtre. Il adore les envolées lyriques, les discours fleuves, les discours creux parfois. Et donc, je vois beaucoup de creux, dans le fond, dans cet homme-là, que l'on dit être un intellectuel profond. Je ne remets pas en doute sa remarquable intelligence, bien sûr. Mais je le vois, oui, comme une sorte d'enfant. C'est l'Ecclésiaste qui dit, je crois, méfions-nous de cette société où le roi est un enfant. Je le cite mal, mais enfin bon, ça revient à cela. C'est de faire d'un enfant un roi. Cela amène souvent à des caprices de cour et à des caprices même personnalisés au plus haut lieu, dans les plus hauts étages. Et il me semble que les postures que prend Emmanuel Macron, très agressives quand on le contredit, la manière qu'il a, très arrogante, de vouloir rabaisser ceux qui lui tiennent tête. On peut penser à l'éviction du général de Villiers. Par exemple, en effet, oui, ça me fait penser aux mots qu'avait eu Chateaubriand parlant de Napoléon, disant qu'il se grandissait en rabaissant les autres. Il procède un peu de cette manière-là. Alors vous avez cette phrase un petit peu surprenante, Yvan Rioufol, dans l'introduction de votre ouvrage. « Les Gilets jaunes ont de fait un air de famille avec En Marche ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est très simple. C'est-à-dire qu'En Marche, et c'était d'ailleurs l'idée géniale d'Emmanuel Macron, c'était cette société civile, cette société horizontale, fédérée par l'Internet, qui était représentée précisément, cette société qui n'avait pas la parole, cette société silencieuse, sauf que cette société civile-là a été réduite à une portion très étroite de cette France gagnante dans la mondialisation. C'était les gagnants de la mondialisation qui ont été représentés à travers cette société civile-là, tandis que les Gilets jaunes, qui font partie de l'autre société civile, avec la même horizontalité, avec la même fédération à travers les réseaux sociaux, ces Gilets jaunes-là font partie de ces vaincus de la mondialisation. Or, le tort de Macron a été de s'adresser simplement à ceux d'En Marche, et en oubliant ceux qui sont devenus les Gilets jaunes. Mais la filiation est la même. Et dans le fond, Macron lui-même a très bien compris quel était le vrai ressort des Gilets jaunes, puisqu'il l'avait presque théorisé. Et vous pensez qu'il a trahi justement son esprit initial, ou qu'il était de toute façon à l'origine bien conscient qu'il n'allait pas faire ce qu'il avait promis ? Je pense qu'il n'a pas trahi, simplement il a été au bout de sa logique qui était de représenter les vainqueurs de la mondialisation, les vainqueurs des grands marchés et les représentants de cette Union européenne qui avait décidé dès les pères fondateurs que les nations étaient des obstacles et les États-nations des obstacles et les peuples des choses trop encombrantes pour être questionnés sur leur devenir. Et donc il est resté sur cette idéologie-là. Mais j'imagine, et d'ailleurs il a eu à un moment donné, parce qu'il a beaucoup changé, il est très habile, il a eu à un moment donné cette prétention à être lui-même le porte-parole de cette autre société oubliée en disant il n'y a pas, le vrai populiste c'est moi, souvenez-vous, le vrai populiste c'est moi, c'était il n'y a pas si longtemps que cela, après avoir fustigé les populistes, les avoir traités de tous les noms, etc. Et donc il est aujourd'hui dans cet embarras qui me semble être pour moi rédhibitoire, d'avoir à suivre sa propension à entendre ces sociétés-là, tout en voyant que cette société des Gilets jaunes, cette société civile-là, dit en tout point l'inverse de ce qu'il prétend. C'est-à-dire que les Gilets jaunes sont en opposition totale, en effet, avec Emmanuel Macron, tandis qu'En Marche est en soutien total. Donc il y a là une contradiction. Et quand les Gilets jaunes demandent la démission d'Emmanuel Macron, c'est pas simplement une figure de style, c'est vraiment que Emmanuel Macron, pour eux, est devenu vraiment un obstacle à leur propre libération, si je puis dire. Vous pointez par ailleurs, Yvan Rioufol, la partialité de l'État quand il cogne sur ce que vous appelez les contestataires de la France profonde, mais par contre laisse en paix les sécessionnistes des zones de non-droit. Comment vous expliquez ce deux poids deux mesures ? Bon là, il est évident aujourd'hui que
l'on voit bien que la force de répression s'est abattue sur les Gilets jaunes avec tous les dégâts que l'on a pu avoir, les dégâts physiques que l'on a pu avoir avec ces hommes et ces femmes qui ont été blessés, qui ont perdu un œil, qui une main, qui des doigts, etc. Pour des faits qui se reproduisent quasiment tous les jours dans les cités insurrectionnelles et qui, là, ne mobilisent pas l'armée, ni la police, ni on n'a jamais vu des borgnées dans les banlieues. Et non seulement ça, mais on ne fait même pas usage, je ne crois pas, de ces armes-là. Et donc, oui, naturellement, il y a eu un deux poids, deux mesures, mais c'est un deux poids, deux mesures que les Gilets jaunes voient eux-mêmes, parce que toute cette société oubliée est une société qui s'est sentie oubliée par rapport à cette préférence immigrée qui a été donnée depuis 30 ans, 40 ans, à la nouvelle France, à la France de demain, à la France multiethnique qui s'est installée dans les cités et qui est très protégée, dans le fond, par le pouvoir, par les pouvoirs, et singulièrement par les forces de l'ordre qui tentent de plus en plus d'acheter la paix sociale, de participer à cet achat de paix sociale en évitant d'avoir à jeter de l'huile sur le feu, ce que ne fait pas la police ni la gendarmerie face aux Gilets jaunes, de mon point de vue. Donc là, il y a une véritable injustice et un véritable deux poids, deux mesures, en effet. Les policiers tapent sur cette France qui est encore un peu solvable, en fait. Vous présentez ça comme ça, non, c'est un peu brutal. Mais... c'est un peu brutal. Les policiers, d'abord, ils répondent à des ordres. Je ne remets pas en cause les policiers, mais je pense que l'État, en effet, a décidé, quoi qu'il arrive, de diaboliser cette France-là qui porte un message, qui est un message qui porte atteinte à la légitimité politique de ce vieux monde qui s'accroche. Mais je pense que ce vieux monde a pris fin et qu'il ne pourra pas s'accrocher éternellement, en tout cas à travers la force. Donc il va bien falloir à un moment donné trouver des solutions politiques et ce biais d'avoir à cogner ou ce biais d'avoir à insulter en traitant vos adversaires de tous les noms ne marque plus les esprits ou en tout cas n'impressionne que ceux qui sont impressionnables. Mais je pense que les réalités sont têtues et que cette France malade est une France qui va persister à montrer ses fièvres et ses accès de fièvre si le pouvoir s'entête à ne pas répondre à tous les maux qui doivent être guéris. Vous reprenez cette phrase de Bernard-Henri Lévy qui trouve sublime le patriotisme d'un Afghan ou d'un Israélien, mais qui trouve nauséabond celui d'un Français. Pourquoi les Français n'ont pas le droit d'être patriotes ? Ça faudrait poser la question à Bernard-Henri Lévy. Je crois que quand on lui pose la question, il répond qu'il voit dans cette révolte des peuples, dans cette révolte d'un peuple, d'une partie d'un peuple, bien sûr, les Gilets jaunes ne représentent pas tout le peuple, qu'il y voit du poujadisme, qu'il y voit effectivement de l'antisémitisme, parce qu'il a dit très récemment qu'il voyait au cœur du mouvement des Gilets jaunes, qu'il voyait l'antisémitisme au cœur du mouvement et non pas à sa marge, comme on le faisait remarquer. Et donc, là, il a montré, en effet, une totale indifférence. Et c'est d'ailleurs très bizarre pour des intellectuels de gauche qui devraient être réceptifs à un mouvement social, parce que ça reste aussi un mouvement social, et beaucoup de gens de gauche s'y retrouvent aussi à travers cela. Mais vous avez des intellectuels qui sont tellement obnubilés par leur macronisme, parce qu'en fait, c'est un fervent militant d'Emmanuel Macron, et que par fidélité à Emmanuel Macron, on peut très bien, c'est très honorable, il ne veut pas voir à quel point celui-ci est remis en question par une partie des Français. Alors vous évoquez la glasnost, cette période de liberté d'expression impulsée sous Mikhaïl Gorbatchev, le président de l'Union soviétique à la fin des années 80. En quoi est-ce qu'on peut comparer cette période politique avec le mouvement des Gilets jaunes ? La glasnost, c'était une libération de la parole. C'est grâce à la libération de la parole que le mur de Berlin s'est effondré, et que les réalités ont pu être dites et que les idéologies sont apparues comme étant ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des mensonges. Et de mon point de vue, là, on peut faire un parallèle avec, en effet, ce qui se passe aujourd'hui, non pas dans la libération de la parole de ces grands débats, qui sont des débats qui sont quand même qui restent sous surveillance et sous tutelle de l'État, mais de cette libération de la parole qui s'observait sur les ronds-points, mais qui s'observe maintenant. Moi, je suis frappé de le voir dans les grandes manifestations encore maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez sur les lieux des manifestations, chacun parle. Vous avez samedi dernier, je parlais à un jeune ouvrier qui me disait
qu'il avait découvert les philosophes, qu'il avait découvert les livres, qu'il allait à la bibliothèque, qu'il comprenait mieux maintenant ce qui se passait, etc. Et donc vous avez une appétence de compréhension de la part de ces Français-là, qui étaient un peu reclus, et qui d'ailleurs se méfient beaucoup des médias, qui fréquentent beaucoup ce qu'ils appellent les sites de réinformation. C'est vrai qu'il y a là aussi pour les médias... La fachosphère. La fachosphère, peut-être. Je ne sais pas s'ils entendaient de la fachosphère avec ces sites de réinformation, mais on m'en parle souvent aussi. Alors bon, mais donc cela interpelle nos propres responsabilités en tant que médias, de n'avoir pas pu être à l'écoute et de donner exactement toutes les références qu'ils voulaient entendre. Mais en tout cas, cette libération de la parole, alors détachée totalement du politiquement correct, il est vrai aussi. Ça peut être l'avantage et l'inconvénient, parce que ça peut aller aussi sur des dérapages qui vont très loin quand on va jusqu'à des propos antisémites quand ils sont tenus. Mais est-ce qu'ils ont été tenus par une petite partie ou pas? De mon point de vue, ça reste très marginal. Mais enfin, je ne rentre pas dans cette polémique ici. Mais cette libération de la parole est révolutionnaire. La vérité est révolutionnaire, la parole est révolutionnaire. Et je pense que l'attitude du pouvoir, qui est précisément de dire qu'il faut maintenant maîtriser l'Internet, qu'il faut maîtriser ce qu'il appelle les propos haineux, qu'il faut que le CSA, le Conseil supérieur de la que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit encore plus vigilant, etc., me semble être contre-productif, parce que c'est à nouveau la tutelle de l'État et la censure, en effet, la censure officielle, qui tente de vouloir mettre la main sur cette libération de la parole qui me paraît très audacieuse. Vous l'écrivez, Yvan Rieufol, tout est à reconstruire, je vous cite, dans la résistance et la reconquête. Est-ce que vous pensez que le dialogue soit le seul moyen de sortir de l'ornière, un petit peu comme le préconisent des personnalités comme Étienne Chouard, qu'on a vu aux côtés des Gilets jaunes ces derniers temps? L'intelligence voudrait que le dialogue suffise, en effet, à sortir de l'ornière, parce qu'encore une fois... on n'est pas dans une dictature, on n'a pas normalement... Il y en a qui parlent de dictature molle. Oui, ou de despotisme. Je crois que j'emploie ce mot de despotisme éclairé en parlant de Macron, enfin entre le despotisme et la dictature. Donc l'intelligence voudrait que cette crise se règle par la négociation, par le dialogue, par ce choc des intelligences, par les confrontations d'idées. Mais c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on devient de plus en plus manichéen, et de part et d'autre, et que les deux partis n'arrivent plus à avancer des arguments sans insulte ou sans excommunication. C'est très grave. Alors, moi, j'ai toujours ce vers de Victor Hugo en tête. Vous savez, le plus haut symbole du peuple, c'est le pavé. Le pavé, vous marchez dessus, puis à un moment donné, vous le recevez sur la figure. Donc, la France a connu ces moments de tension où, à partir du moment où le dialogue devient vain, seule la violence devient presque légitime politiquement légitime avec tous les guillemets qu'il faut. Donc je redoute en effet cette échéance, si vraiment le pouvoir avait à s'entêter à ne pas vouloir entendre ce que disent ces gens-là et à vouloir persister à dire que ces gens-là sont des salauds. Vous redoutez par exemple que les Gilets jaunes, non pas pour parler de violence, mais emploient la force? Oui. On peut le redouter. Il y a déjà eu cette force, enfin cette violence, elle est déjà dans une partie des Gilets jaunes quand ils sont infiltrés par les Black Blocs. Mais vous sentez bien, quand vous êtes auprès d'eux, que cette violence pourrait être également avalisée par eux-mêmes, par certains d'entre eux, si vraiment ils avaient à continuer à descendre dans les rues tous les samedis sans ne rien obtenir. D'autant que quand ils ont obtenu, c'était après les scènes de violence, quand ils ont obtenu les 10 milliards d'euros de Macron, c'était après des scènes de violence de rue. Donc cette faiblesse de l'État-là a été quand même révélatrice aussi de la force que peut avoir, malheureusement, de la force politique que peut avoir la violence dans des négociations, si on peut appeler ça des négociations. Vous évoquez, c'est ma dernière question, Yvan Rieufol, l'ultime possibilité pour le président Macron, je vous cite, d'enfiler à son tour son gilet jaune et d'accompagner un populisme qu'il semble prêt à rejoindre. Vous êtes un rêveur, Yvan Rieufol? Là, j'ai déjà répondu à cette question en vous disant que dans le fond, c'est vrai, intellectuellement, Macron était programmé pour comprendre cette révolte populiste. Il avait dit lui-même qu'il était un populiste. Donc je suis un rêveur. Bon, c'est un peu ironique. D'ailleurs, vous avez vu que lors d'une de ces dernières réunions, une femme
est venu un peu avec véhémence lui proposer d'enfiler non pas un gilet jaune, mais de prendre un gilet jaune en pendentif. Et d'ailleurs, il a eu raison de refuser parce qu'il n'avait pas à se plier à ceci. Mais je pense qu'en effet, il y a eu une occasion perdue de la part... il me semble, c'est peut-être bien que ce soit encore un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'on se dirige vers le fait qu'il y aura eu une occasion perdue de la part d'Emmanuel Macron, qui aurait pu en effet être l'accompagnateur de toute cette société civile en révolte, pas simplement de cette société qui a gagné, mais de cette société qui a perdu. Mais je crains qu'à force d'entêtement et à force de ne pas vouloir entendre, et à force de ne pas vouloir admettre qu'il s'est trompé sur son diagnostic initial, de dire que, dans le fond, cette France d'en bas était une France inutile et que le nouveau monde, c'était lui, d'avoir soutenu ceci, je crains qu'il ne loupe son passage dans l'histoire. Vous pensez que c'est le problème de nos élites de s'entêter? Je ne voudrais pas reconnaître l'erreur. Je ne voudrais pas généraliser, parce que c'est un peu facile de dire ceci, mais en tout cas, les élites n'ont pas vu toute une partie de la misère d'un peuple qu'elles étaient censées représenter. Yvan Rioufol, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, réédition chez l'Artilleur, Macron de la Grande Mascarade aux Gilets jaunes. C'est un beau livre que j'invite nos téléspectateurs à le lire. Merci monsieur d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci à vous.